Chers collègues, chers confrères, chères consoeurs, bienvenue à ce webinaire sur le droit d'accès. Grand plaisir de vous accueillir et de dire juste quelques mots d'accueil pour introduire le webinaire. Donc c'est un plaisir de faire cette séance qui est co-organisée entre notre Digital Law Center à la faculté de droit à l'Université de Genève et Swiss Privacy, qui est un blog scientifique que beaucoup d'entre nous connaissons, avec beaucoup d'actualités en matière de protection des données. Donc c'est une première, peut-être pas la dernière, donc c'est probablement une première et on espère faire d'autres séances conjointes, vu notamment le succès et votre intérêt à vous inscrire pour cette formation. Donc aujourd'hui, on a souhaité pour cette première collaboration angler le sujet protection des données, en particulier le droit d'accès, sujet évidemment très actuel et important pour praticiens, praticiennes, comme outil pour accéder à de nombreuses informations. Avec la nouvelle LPD, on a de nombreuses nouvelles décisions qui permettent de mieux circonscrire ces enjeux qui vont être présentés tout de suite. Donc pour ce sujet, grand plaisir d'avoir deux expertes dans la protection des données. Je vais les présenter dans une minute. Juste avant cela, je voulais vous rappeler l'agenda, le déroulé de ce webinaire. Donc, on aura deux présentations chacune de 20 minutes. Et puis après, c'est donc 40 minutes pour 2 fois 20 minutes de présentation. On démarre 20 minutes additionnelles de Q&A, de session de questions et réponses pour laquelle vous avez la possibilité de poser des questions directement dans le chat ou plutôt dans la fonction Q&R. Et on aura plaisir à la faire modérer par notre collègue du Digital Law Center et de Swiss Privacy qui a cette double casquette aujourd'hui, Dr Eva Selina. Donc le déroulé, midi 20 à midi 40, première présentation par maître Stéphanie Schuffart-Finsterwald, et puis de midi 40 à 13 heures, deuxième présentation de Gaël de Cagnières, et de 13 heures à 13h20, Q&A, Q&R avec vous, et on se réjouit d'en discuter. Dernière mention pour l'agenda, donc vous avez vu que la séance est enregistrée, donc ça permettra de disposer de cette capsule vidéo avec les informations précieuses, mais ensuite la session de Q&R ne sera pas enregistrée, donc jusque 13 heures enregistrement, puis on stoppera l'enregistrement dès 13 heures. Voilà, sans plus tarder, j'ai le grand plaisir de présenter les deux intervenantes. Donc, la première sera maître Stéphanie Schuffart-Finsterwald, que beaucoup d'entre nous connaissons, qui est avocate dans un grand cabinet à Genève, spécialisée en propriété intellectuelle et droit des technologies, également titulaire d'un doctorat. Et elle a aussi été visiting fellow à Columbia University à New York. Et la deuxième intervenante, Gaëlle Decanière, qui est, après avoir passé le brevet d'avocat, groupe DPO au sein du groupe PicTech, où elle travaille depuis 2016, spécialisée dans les domaines protection des données d'une part, mais aussi les nouvelles technologies que sont l'intelligence artificielle et sujets connexes dans le domaine bancaire. Elle fait face à des questions régulières de protection des données, dont le droit d'accès. Elle nous parlera, je crois, non seulement de la question classique d'une demande d'accès par des clients, mais aussi de plus en plus par des employés. Donc, il s'agira de savoir qui peut faire des demandes d'accès, quelle est l'étendue du droit d'accès, quelles sont les données à y faire figurer, et puis comment ces droits d'accès s'articulent, le droit d'accès LPD, avec les autres demandes d'accès à des informations. Sans plus tarder, je passe donc la parole à la première intervenante, maître Stéphanie Schuffart, qui passera ensuite la parole à Gaël de Cagnières, et vous aurez ensuite la modération par Dr Eva Selina. Bon webinaire et au plaisir d'échanger tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce webinaire. J'ai le plaisir en effet de présenter quelques jurisprudences récentes en matière de droit d'accès. Vous le savez, mais je le plus précise, le droit d'accès peut être fondé tant sur la loi fédérale sur la protection des données que sur des lois relatives à la transparence. Au niveau fédéral, la loi sur la transparence, la fameuse L-Trans, ou sur des lois cantonales, à Genève, la LIPAD, sur le canton de Vaud, la L-Info, etc. Au fond, ce sont simplement des bases légales différentes pour obtenir des accès à des informations, mais les mécanismes sont souvent les mêmes. Et donc, vous verrez dans ces jurisprudences que j'ai choisies,
Certaines sont fondées sur la LPD, d'autres sur, en ce qui concerne la jurisprudence genevoise, la LIPAD. Encore une fois, les réflexes seront les mêmes et les réflexions également. Et puis, on passera à la fin sur petite conséquences en cas de violation pour voir un petit peu ce qui peut se passer. Et puis, ça nous permettra d'enchaîner sur les considérations pratiques avec Gaëlle de Cagnières. Je vais commencer avec l'arrêt 1C 724 de 2024 du 25 juin 2025. C'est une demande d'accès à l'agenda d'un ancien procureur. Elle avait été faite par un prévenu. Elle était fondée sur la LIPAD genevoise donc. Elle avait été refusée par le pouvoir judiciaire au motif que l'agenda n'était pas soumis à la LIPAD et qu'il ne constituait pas un document accessible selon cette loi. De manière intéressante, le préposé cantonal à la protection des données s'était, lui, positionné en faveur d'un accès partiel à l'agenda du procureur. La commission de gestion a refusé en bloc l'accès. L'affaire a été portée par devant la Cour de justice, puis devant le tribunal fédéral, et c'est cet arrêt que je vous propose de parcourir ensemble. La première question qui s'est posée, c'est celle du champ d'application de la LIPAD. Vous l'avez entendu il y a quelques instants, c'était effectivement la première défense, de dire au fond, ce n'est pas un document qui est soumis à la LIPAD. À cet égard, le tribunal fédéral rappelle que le pouvoir judiciaire genevois est une institution publique à laquelle la LIPAD s'applique. Vous trouvez cette information au considérant 2.3. Et donc, de ce fait, il n'est pas, selon les juges fédéraux, insoutenable de considérer que le calendrier Outlook d'un ancien procureur ne fait pas partie du dossier pénal qui permettrait de soustraire cet accès au motif qu'en fait, c'est une question de procédure et pas d'accès à l'information. Ici, on est sur une demande d'accès à l'agenda. Et puis, malgré cet avis du préposé cantonal, on le refuse. Et au sens des juges fédéraux, la LIPAD doit s'appliquer. C'était d'ailleurs aussi le sentiment du préposé cantonal. Donc, LIPAD applicable, pas d'arbitraire à ce niveau-là. On passe ensuite à la qualification de l'agenda Outlook. Ce sont les considérants 3.3 et suivants. Se pose donc la question de savoir, au fond, est-ce que cet agenda Outlook, c'est un document au sens de l'article 25 de la LIPAD pour lequel un accès serait donné, ou est-ce qu'on serait dans l'équivalent de notes personnelles, par exemple, pour lesquelles l'accès ne serait pas donné? La Cour de justice avait considéré que le calendrier électronique n'avait été utilisé par l'ancien magistrat que comme un aide-mémoire personnel. Il était seul à avoir accès à son agenda Outlook et donc il n'était pas utilisé pour une gestion du cabinet du procureur en question. Il n'y avait donc pas de fonction hiérarchique de ce procureur, respectivement d'utilisation de l'agenda dans un sens comme celui-ci. Rappel de l'indépendance du magistrat, aucune influence aussi de cet agenda sur l'activité des autres membres du cabinet et de la juridiction. De sorte que le tribunal fédéral estime qu'il y avait donc dans cette appréciation de la Cour cantonale rien d'insoutenable. Elle n'entre d'ailleurs pas en contradiction avec la jurisprudence fédérale en la matière. Ce que le tribunal fédéral reproche au fond aux prévenus qui souhaitaient accéder à cet agenda, c'est de ne pas avoir démontré suffisamment que l'agenda aurait été utilisé justement pour organiser le cabinet, qu'il aurait eu une telle utilité.
il l'a pas vraiment prétendu apparemment, mais voilà, pas démontré suffisamment. Alors, je trouve intéressant parce que sans accès à l'agenda, je vois pas vraiment comment, on pourrait le prétendre éventuellement, mais je vois pas comment le prévenu pourrait véritablement le démontrer, à moins que quelqu'un viole son secret de fonction et donne des informations en lien avec l'utilisation de cet agenda, encore une fois. Sans y avoir accès, on ne peut pas tellement savoir comment il est utilisé. Et je rappelle que le préposé cantonal, lui, s'était positionné en faveur d'un accès restreint à cet agenda, en caviardant évidemment toutes les informations qui étaient personnelles ou qui concernaient d'autres procédures. Comme note de fin, et je trouve intéressant de le préciser, le tribunal fédéral nous dit ne vous inquiétez pas, ce refus d'accès n'a pas pour effet de soustraire l'agenda de tout magistrat élu au principe de transparence. C'est la fin du considérant 3.4. Et au tribunal fédéral de rappeler que sous réserve d'un intérêt contraire prépondérant au sens de l'article 26 LIPAD, tout élément relatif à l'accomplissement d'une tâche publique et achevée et qui n'est pas destiné à l'usage personnel doit pouvoir être consulté selon l'article 25 alinéa 1 de la LIPAD, indépendamment du choix de procureur de partager ou non son agenda Outlook. Donc, un rappel peut-être bienvenu, en tout cas nul doute que cette jurisprudence aura pour effet d'impacter les organisations de cabinet, respectivement les utilisations Outlook des magistrats et des magistrates. Mais voilà, un arrêt intéressant. On est vraiment sur du accès versus non-accès. Les deux jurisprudences que je vais vous présenter maintenant, vous le verrez, sont plus sur des questions de granularité d'accès, caviardage, etc. Là, on est vraiment sur le principe même de l'accès ou pas à ce document. Je passe donc à l'arrêt 1C375 de 2024 du 1er mai 2025. Il s'agit d'une demande d'accès au dossier d'évaluation d'une professeure à l'EPFL qui a fait une demande de promotion qui lui a été refusée. Et donc, elle demande à pouvoir accéder à son dossier d'évaluation. Cet accès avait été admis en premier lieu par la commission de recours interne de l'EPFL, décision annulée par le tribunal administratif fédéral au motif qu'il y a un intérêt public au maintien de la confidentialité dans le système d'évaluation par pair. Alors, ça me permet de préciser ce point-ci. Vous le savez certainement, en tout cas toutes celles et ceux qui sont dans des carrières académiques au sein du DLC ou d'autres instituts de l'université. C'est très habituel dans l'académique, au sens assez large, d'avoir ce qu'on appelle des peer reviews, soit pour les processus de publication, soit pour les processus de nomination à des postes au sein des universités. Et donc, dans le cadre de ces peer reviews, les pairs sont consultés pour donner leurs avis en lien avec un ou une chercheur, chercheuse, professeur ou autre, respectivement ces publications dans le cadre des processus de publication. Dans ce cadre-là, en règle générale, la confidentialité est évidemment importante pour s'assurer que les personnes qui sont consultées donnent un avis qui est sincère. Ici, c'était évidemment ce qui s'était passé. Les lois propres à l'organisation de l'EPFL, d'ailleurs, le mettent en avant. Cette confidentialité est un aspect essentiel. Et donc, les personnes qui avaient été entendues dans le cadre du processus de nomination avaient reçu la garantie que les informations qu'elles partageaient seraient confidentielles. La demande d'accès est fondée sur la LPD, ancienne version, donc l'article 8. Et puis, l'affaire se porte jusqu'au tribunal fédéral. Là aussi, le tribunal fédéral rappelle
qu'il y a un intérêt évidemment légitime pour une personne comme cette professeure dans cette situation, de comprendre les raisons qui ont conduit au refus de sa demande de promotion, et en même temps cette tension avec le besoin de confidentialité des personnes qui ont été entendues dans ce cadre-là et les garanties qu'on a pu leur donner. Ce sont les considérants 2.4 et 2.5 de l'arrêt, où finalement on a un intérêt légitime, indéniable de la personne à comprendre ce qui s'est passé, et en même temps, on se pose la question de savoir s'il y a un intérêt public ou privé prépondérant qui justifie de restreindre ce droit d'accès. La professeure indique, elle, au fond, il suffirait de caviarder les noms des personnes qui ont été entendues. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans le cadre de processus de publication. En règle générale, on donne accès au contenu du peer review aux personnes qui ont soumis un article, mais par contre, on caviarde les noms des personnes qui ont effectivement lu l'article et transmis leurs observations. Alors, évidemment, si c'était possible, on serait dans cette situation de pouvoir finalement lui donner un accès tout en garantissant un certain anonymat aux personnes qui ont été entendues, pour autant que le caviardage soit effectif. Et c'est la question que se pose le tribunal fédéral. Ce sont les considérants 2.5.2 et suivants. Au fond, les juges estiment que dans ce cas-là, on est dans une situation différente des publications, où on ne sait pas forcément évidemment, on ne sait pas à qui l'article a été transmis pour évaluation, mais le panel est très large. Là, finalement, pour que l'évaluation fonctionne bien, il faut que ce soit des personnes qui connaissent bien la professeure qui se prononcent. On leur a donné des garanties de confidentialité. Et puis, au fond, est-ce que véritablement il existe une mesure moins incisive telle que le caviardage des noms qui fonctionnerait? Eh bien non, ici, simplement caviarder ne permettrait pas de suffisamment garantir, selon le tribunal fédéral, l'anonymat des personnes qui ont donné leur avis, puisque de nombreux recoupements seraient possibles. Elles ont transmis beaucoup d'informations sur quand elles rencontraient la professeure, par exemple dans quel congrès, quels étaient les liens, etc. Donc, à moins de presque tout anonymiser, ce qui rendrait en fait le rapport sans objet, le simple caviardage des noms des personnes entendues ne serait pas suffisant pour protéger leur personnalité. Et selon le tribunal fédéral, le principe de proportionnalité est ici respecté, même si, en ce qui concerne la professeure, cela revient à n'avoir qu'un accès très partiel à son processus de nomination, puisque un des éléments clés du dossier, donc le peer review, lui est tout simplement refusé. Situation un petit peu différente en termes de raisons d'accès, mais très similaire en ce qui concerne les questions qu'on se pose sur ces tensions entre les droits des uns et des autres. ACJC 1187 de 2025, c'est un arrêt du 1er septembre 2025 qui concerne une enquête de climat qui avait été effectuée au sein d'un département d'un institut. Alors, l'arrêt est caviardé. Là aussi, respect des droits de la personnalité, respectivement de la confidentialité des procédures. On sait que c'est un institut, fondation spécialisée dans les hautes études, suite caviardée. Je crois qu'on peut peut-être identifier quel est le type d'institut concerné. En tous les cas, vous comprenez le type d'entité auquel on a ici affaire. 13 professeurs sont concernés par cette enquête de climat
au sein d'un département, un des professeurs entendu et concerné est le demandeur dans cette affaire. Il se trouve qu'en ce qui le concerne, son contrat n'a pas été renouvelé à la suite, alors selon lui, de l'enquête, selon l'Institut, sans lien avec l'enquête, mais du fait que son contrat n'est pas renouvelé, il souhaite savoir ce qui s'est dit sur son compte dans le cadre de cette enquête de climat. Il fait donc une demande d'accès au rapport, l'estimant à son encontre. Donc, il va vers l'Institut, il fait cette demande d'accès, le rapport à mon encontre. Réponse de l'Institut, il n'y a aucun rapport à votre encontre, de sorte qu'on n'a rien à vous donner. Il y a effectivement eu une enquête de climat, mais elle ne concernait pas vous plus que quelqu'un d'autre, et donc c'est un non. L'action est portée par devant le tribunal des prud'hommes, avec là aussi donc une demande d'accès au rapport d'enquête fondée sur la LPD, le professeur indiquant que ce rapport doit forcément contenir des données personnelles qui le concernent. La position de la Fondation reste la même, à savoir c'est une enquête qui concernait tout un département, pas uniquement ce professeur. Au demeurant, et comme dans l'affaire que je viens de présenter il y a quelques minutes, nous avons donné des garanties de confidentialité et d'anonymat aux personnes qui ont été entendues dans le cadre de cette enquête de climat. On ne peut pas violer ces garanties que l'on a données. Le tribunal reçoit copie du rapport, le demande et en reçoit copie pour pouvoir un tout petit peu évaluer le contenu et les intérêts qui s'opposent. Premier constat, de très nombreuses données personnelles sont contenues dans le rapport et les recoupements sont faciles. Là aussi, c'est sans surprise, on est dans un petit département, 13 professeurs, une vingtaine de personnes, 15 personnes avaient été entendues. Et vous l'imaginez bien, on peut caviarder les noms, mais les recoupements sont très faciles. Et au niveau du tribunal des prud'hommes, ce que finalement est retenu, c'est une solution un peu qui ne satisfait personne. D'ailleurs, les deux parties font appel avec un accès partiel au rapport, là où le tribunal estime que finalement, il y a un droit d'accès aux données personnelles, mais pas d'intérêt de tiers qui sont prépondérants. L'Institut, dans le cadre de son appel, et je vois que le temps passe, donc il faut que je me dépêche, indique la solution est mauvaise. Vous avez donné des accès à des paragraphes où il n'y a aucune donnée personnelle. Alors certes, il n'y a pas des données personnelles de tiers, mais on n'est pas soumis à des lois sur la transparence, de sorte que personne n'a le droit d'avoir accès à des paragraphes de ce rapport. Aucun autre employé pourrait y accéder. On ne voit pas pourquoi lui pourrait y accéder. Et puis, d'autres paragraphes auxquels vous donnez accès, en plus, contiennent des données personnelles de tiers, donc ça ne convient pas. Et l'ancien professeur, de son côté, lui, maintient sa demande d'accéder dans la globalité du rapport, donc recevoir l'entier du rapport. La Cour de justice retient que ce n'était effectivement pas une situation où on avait une enquête interne qui visait spécifiquement ce professeur, mais bien une enquête qui concernait tout un département. Donc, ce n'est pas l'enquête de ce professeur. Par ailleurs, elle retient aussi qu'il y avait ces garanties de confidentialité qui avaient été données. Et puis, alors, elle entre dans une granularité. Elle va vraiment prendre l'entier du rapport, section par section, et regarder est-ce qu'il y a des données personnelles et est-ce qu'il y a un droit d'accès qui existe. Tous les paragraphes où il n'y a effectivement aucune donnée personnelle, elle rejoint l'appréciation de l'Institut en disant c'est pas parce qu'il n'y a pas de données tiers qu'on peut vous les donner malgré tout. Elle laisse simplement l'accès à un paragraphe d'introduction pour que le professeur comprenne le contexte du traitement de données dont il a fait l'objet. Ensuite, en ce qui concerne la partie contenu de l'enquête et analyse, là, la Cour de justice estime qu'il y a trop de données personnelles de tiers
et donc qu'il n'y a pas d'accès possible pour l'ancien professeur. Là aussi, les recoupements sont trop faciles. On ne peut pas protéger par un simple caviardage les droits de la personnalité des personnes concernées, et donc pas d'accès à ces paragraphes-là. Et puis, alors, en ce qui concerne la partie synthèse du rapport, là, on va alors dans la granularité de la granularité, parce que la Cour de justice va vraiment regarder phrase par phrase et dire, alors ce petit bout-là, oui, parce que ça concerne spécifiquement ce professeur. Les phrases qui concernent les professeurs dans leur globalité, non. Et puis, on vous donne quand même le paragraphe final, même s'il n'y a aucune donnée personnelle, mais comme ça, vous comprenez la conclusion auquel l'expert est arrivé. Donc, assez intéressant, une très grande granularité en termes d'accès et de réflexion aussi. Et puis, on aura une suite de cet arrêt, puisqu'un recours au tribunal fédéral a été déposé. Donc, vous le trouverez certainement dans une prochaine fiche du marathon du droit ou à un prochain webinaire. On verra ce qui est retenu. En tous les cas, c'était intéressant, je trouve, de comparer ces deux approches entre l'arrêt qui concerne l'ancienne professeure de l'EPFL et cet arrêt relatif à l'accès à l'enquête de climat, et vraiment cette granularité à la phrase par phrase auquel la Cour de justice arrive dans sa réflexion. Et puis juste pour terminer, vous rappelez qu'effectivement, quand les principes du droit d'accès sont violés, il peut y avoir des différences, des conséquences, pardon. J'ai donné cette référence, donc cette décision du préposé fédéral contre Chemra Money Bank du 29 janvier 2025, qui a été publiée le 1er juillet 2025. On avait une violation assez crasse, avec beaucoup de retard dans les traitements des demandes d'accès, du délai de 30 jours très souvent dépassés, et puis des réponses qui étaient standardisées. À l'évidence, ce n'est pas possible, hein, on ne peut pas juste répondre voilà quelles sont les données qu'on traite, et puis simplement identifier des catégories de données qu'on pourrait réutiliser dans chaque demande d'accès. L'objectif de la demande d'accès, c'est de recevoir une réponse qui est propre à chaque individu. Et donc là, il y avait vraiment une approche qui n'allait pas. Le préposé fédéral a fait un avertissement au sens du nouvel article 51, alinéa 5 de la LPD. Seulement, puisque en cours de procédure, la banque a quand même réalisé que ça allait pas finir si bien si elle ne prenait pas la chose au sérieux. Donc, elle a mis en place tout un nombre de mesures durant la procédure, et puis des émoluments qui ont été mis à charge de la banque aussi, alors un montant assez faible, moins de 6 000 francs. Mais c'est aussi cette possibilité qui est offerte par l'article 59 de la LPD. On a eu des décisions, on commence à avoir au niveau cantonal aussi des décisions plus sévères, y compris avec des sanctions pénales. On l'a vu notamment à Zurich récemment. Donc voilà, des conséquences importantes en cas de violation de ce principe cardinal de la protection des données, qui est le droit d'accès. Et puis des jurisprudences qui sont chaque année nombreuses, parce qu'on a justement cette question de tension entre les droits des personnes concernées et les droits de tiers. Donc sans surprise, chaque année, on a tout un tas de jurisprudence sur ces questions-là. Et nous, on le voit en pratique, ça nous occupe beaucoup, en particulier ces questions de granularité, de caviardage. Et c'est l'occasion de passer la parole à Gaëlle de Canière, qui va nous donner cet éclairage vraiment pratique et sur sa pratique à elle et ce qu'elle y voit au quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie. Effectivement, l'objectif de la suite de cette présentation, c'était peut-être de mettre en lumière sur les aspects pratiques en interne en fait, et des situations avant qu'on arrive potentiellement devant les tribunaux. C'est pas ce qu'on souhaite. Peut-être il y avait 3 points en particulier que je voulais illustrer. Le premier, c'est le droit d'accès de la LPD avec d'autres droits d'accès qui existent déjà, que ce soit dans le Code des obligations, dans la LSFIN. Alors, j'ai pas mentionné la LIPAD parce qu'effectivement, il y a des droits d'accès, mais c'est peu ce qui nous occupe, en tout cas dans une entreprise privée. Mais voilà, pour mettre en lumière qu'il y a d'autres droits d'accès et comment est-ce qu'on les fait vivre ensemble. Le deuxième aspect, c'est on parle beaucoup du droit d'accès de la LPD, mais dans la LPD, il y a aussi d'autres droits qui sont régulièrement exercés, et c'est pas toujours le droit d'accès qui est nécessairement le plus mis en avant
par les personnes concernées. Et puis finalement, des aspects vraiment de coordination en interne, qui a accès aux données, qui doit répondre sur des aspects de caviardage. C'est effectivement, comme on l'a vu dans les 2 dernières jurisprudences présentées par Stéphanie, c'est des questions concrètes qu'on se pose en pratique sur ces notions de caviardage. Alors, le premier point, peut-être d'autre chose, c'est que le droit d'accès, en tout cas, existe dans une institution comme la mienne, une institution bancaire. Il existait bien avant la LPD, bien avant même avant la LPD, disons, de 2023. C'est pas quelque chose qui était nouveau. On avait évidemment des redditions de comptes, on a évidemment des droits d'accès de la part des employés. Il y a eu la LSFIN par la suite qui est venue aussi octroyer certains droits d'accès. Quand on a certaines relations juridiques avec les personnes concernées, la LPD n'est pas nécessairement le seul moyen d'obtenir des informations de la part de l'entreprise. Ça va beaucoup dépendre effectivement de la relation juridique qu'on a. On l'a beaucoup vu en 2018 avec l'influence du RGPD. Les demandes d'accès qu'on voyait, c'était beaucoup un mélange de je demande 400 CO, LSFIN, LPD, je demande un peu tout, je mets en œuvre tous les droits qui peuvent exister, puis je verrai bien ce qui arrive en fait, ce qui en ressort. Ce qui nous, en interne, fait nous poser pas mal de questions. Comment on y répond? Est-ce qu'on doit faire une différence en fonction de si la demande est basée sur la LPD, si c'est basé sur 400 CO, qui étaient beaucoup ceux qu'on avait, respectivement si c'est 328B CO pour les employés ou la LPD. Est-ce que réellement il y a des différences? Ça nous a amené aussi entre différents praticiens à faire un peu des tableaux comparatifs sous l'angle de la LPD, voilà ce qu'on donne, sous l'angle de 400 CO, voilà ce qu'on donne, sous l'angle de droit du travail, voilà ce qu'on donne, et puis avoir certaines pratiques qui se mettent en œuvre, notamment sur des débats. Est-ce qu'on donne les données en tant que telles? Est-ce qu'on doit donner les documents qui supportent les données en tant que telles? Ça amène à pas mal de débats. Il y a une pratique qui s'est mise en place, en tout cas dans le domaine bancaire, et dépendant évidemment du contexte, mais la manière dont on répond beaucoup aux demandes d'accès, c'est on donne vraiment les données. Donc, on crée un document en disant, bah voilà, on a votre nom, on a votre prénom, on a votre date de naissance, puis on peut comme ça lister un peu toutes les données en tant que telles qu'on traite sur les personnes, sur les personnes qui nous demandent le droit d'accès. On donne bien évidemment en plus la privacy notice, ou la déclaration en matière de protection des données, qui vient répondre en fait à tous les autres éléments qui découlent de la loi et puis qui sont standardisés en fait. En général, c'est pas, on ne recrée pas à chaque fois les questions de qui sont les responsables du traitement, les durées de conservation, etc. Ça, c'est tout standardisé déjà dans la privacy notice. Et puis surtout, ce qu'on a essayé de mettre en œuvre, c'est de dire ben, les documents qu'on a déjà fournis à la personne, par exemple que ce soit les fiches de salaire pour un employé ou des estimations fiscales pour un client, on va le mentionner. On a encore tous ces documents, etc., qui vous concernent, mais on ne va pas les redonner proactivement pour des aspects aussi pragmatiques. Déjà, ça va juste faire augmenter la quantité de documents que l'on doit imprimer si on répond par écrit ou pas, ou par email. Et puis surtout, c'est en général parce que la personne veut. Puis ça amène peut-être aussi ce même point de distinction LPD versus autres droits d'accès. On va vraiment se poser la question, qu'est-ce que la personne demande? Parce que très souvent, les personnes demandent des accès vraiment très larges en disant bah, je vais voir un peu ce que j'ai, mais ça permet d'engager une discussion avec la personne puis de dire mais qu'est-ce qu'elle recherche en fait, qu'est-ce que la personne veut avoir comme information, et puis ben, du coup ça nous permet à nous de gagner du temps et puis à la personne en fait d'avoir les informations dont elle a besoin, ce qui en général est quand même plus pertinent. Et ça permet aussi de recadrer, ça on le voit
plus particulièrement, enfin de recadrer, de s'assurer plus particulièrement dans les relations clientèle, de savoir est-ce que la personne a réellement le droit d'avoir accès. Parce que souvent, elles vont demander, ah bah, donnez-moi des accès à mon compte, mais en fait, peut-être que la personne on a son nom parce qu'elle est peut-être bénéficiaire économique ou, pas, ou pour d'autres raisons, mais ça ne veut pas dire qu'elle a un droit d'accès en fait sur le compte, un droit d'information, et on ne peut pas toujours donner l'entièreté des informations en te prenant compte en fait les limitations des droits qui sont basés sur de la relation contractuelle. Ça rejoint peut-être aussi les arrêts EPFL ou l'autre. On ne peut pas, en se basant sur le droit d'accès, avoir accès peut-être au peer review ou au contenu de voilà, ce que une investigation interne a donné sur un autre collègue. Ce serait aller beaucoup trop loin sur ce droit d'accès. Et l'autre élément qui nous permet aussi de discuter avec la personne concernée, c'est de comprendre et de savoir qu'est-ce que la personne veut faire avec ces données. L'objectif du droit d'accès de la LPD est quand même de mettre en lumière, de pouvoir contrôler ou de vérifier ou de comprendre comment les données sont traitées. C'est pas toujours de cette manière-là que les droits sont utilisés. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas répondre et qu'on ne peut pas donner les informations, mais ça peut permettre juste enfin, de comprendre et puis de cadrer et de voir ce qu'on peut donner. Le contexte va dépendre aussi. Est-ce qu'il y a déjà une procédure? Est-ce qu'il y a une procédure ouverte, que ce soit avec un employé ou que ce soit avec un client? Est-ce qu'il y a déjà un litige ouvert, auquel cas bah, les demandes doivent passer au travers de cette procédure potentiellement judiciaire et non pas par des biais détournés en fait par le droit d'accès. Donc, c'est vraiment toujours important de comprendre pour moi, est-ce que c'est une demande droit d'accès LPD? Est-ce que c'est une demande d'un autre droit d'accès basé sur une reddition de compte, basé sur le droit d'accès de l'employé à son dossier, et de comprendre jusqu'où on peut aller, comment on peut répondre à la réelle demande de la personne qui nous fait son accès, qui nous fait sa demande. Le deuxième point, c'est de bien distinguer le droit d'accès par opposition aux autres droits de la LPD. Comme on disait, on met l'accent là-dessus, on voit qu'il y a de la jurisprudence là-dessus, mais en pratique, on reçoit aussi beaucoup d'autres demandes. Alors, en particulier des demandes d'effacement des données, très souvent des demandes ponctuelles d'effacement. C'est pas forcément des droits, bah voilà, je n'ai plus de relation contractuelle ou de pré-contractuelle avec vous, supprimez toutes mes données. Et ça, on le voit très régulièrement. Les candidats, c'est beaucoup quelque chose qui est utilisé par des candidats, alors qui est mis en place. Les candidats ont le droit d'effacer leur postulation et leur dossier via les plateformes de recrutement, mais c'est beaucoup quelque chose que l'on voit en pratique. Pareil c'est des demandes qui viennent d'employés ou de clients. Une fois que la relation est terminée, peu importe la raison, on voit que ces demandes apparaissent de vouloir supprimer leur dossier. On voit aussi des tendances en lien avec les enregistrements, et puis je le vois encore en voyant que cette conversation est enregistrée et puis qu'il y a le transcript. On commence à voir, en ayant cette transparence sur le fait que certaines conversations sont enregistrées, on a des obligations légales d'enregistrer certaines conversations. Ça génère en fait des demandes de dire j'aimerais avoir accès à l'enregistrement, ou j'aimerais que cet enregistrement soit supprimé parce qu'en réalité, il a été enregistré pour une raison X ou Y, mais en fait, c'était pas une obligation légale d'enregistrer cette demande. Et on voit ces demandes qui commencent à apparaître. On voit aussi en lien avec le transcript, de nouveau, je vois qu'il y a une transcription et un sous-titrage en cours de génération. On commence à voir certaines personnes qui disent ah, mais en fait, ça m'arrangerait, cette conversation, elle est enregistrée, elle est transcriptée. Est-ce que vous pouvez me la transmettre pour que je puisse, moi client, moi prospect, moi tierce partie, en faire un PV,
par exemple. Et puis là, c'est plus des notions de portabilité qui pourraient entrer en ligne de compte et qui commencent à apparaître avec ces développements de nouvelles technologies et d'intelligence artificielle. Donc, on met l'accent sur le droit d'accès, mais en fait, beaucoup de nos demandes peuvent aussi concerner d'autres droits qui existent dans la LPD et puis son équivalent RGPD. Et puis peut-être le dernier point ou les dernières considérations sur des coordinations internes. La question qu'on s'est aussi beaucoup posée, c'est qui doit répondre à ces demandes de droit d'accès? Et pour ça, on s'est demandé qui a accès aux données. En comparaison avec d'autres DPO avec lesquels on discute, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, on se rend compte qu'il y a des pratiques qui sont très différentes. Mais ça va impliquer, on s'est demandé, est-ce que c'est le DPO qui doit répondre? Est-ce que c'est le DPO qui doit aller chercher les données, qui doit confirmer le contenu des données, qui doit, cas échéant, les caviarder ou pas? Moi, c'est pas du tout quelque chose que je conseillerais que ce soit le DPO qui le fasse, pour plusieurs raisons. Premièrement, le DPO a vraiment un rôle de conseiller. Donc, il doit pouvoir conseiller les personnes qui ont accès à ces données et conseiller de savoir qu'est-ce qu'on doit donner comme information. Mais le DPO, dans sa pratique quotidienne, il n'a pas besoin d'avoir accès aux données. Et mettant en lumière ça avec des principes de minimisation, de proportionnalité, ça impliquerait qu'on doit donner accès à des données au DPO pour qu'on puisse ensuite il puisse aller les transmettre à d'autres personnes. Pour moi, ça ne me semble pas forcément répondre à ces critères de proportionnalité et de minimisation. Et puis en plus, le DPO, la plupart du temps, ne connaît pas la relation, ne connaît pas le contexte qu'il y a derrière, ne connaît pas s'il y a des litiges, ne connaît pas qu'est-ce que veut la personne concernée. Ce n'est pas l'interlocuteur initial des personnes concernées. Donc, c'est difficile de savoir, on en parlait du caviardage tout à l'heure, c'est difficile de savoir pour le DPO, parce qu'il ne connaît pas la relation, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui doit être caviardé ou en caviardant, qu'est-ce qui permettra quand même de réidentifier des tiers potentiellement ou de donner une information qui en fait concerne une autre personne. Donc on conseille quand même toujours de pouvoir vraiment bien coordonner en interne, de se baser avec des registres clients ou les RH en fonction des données, peut-être de se coordonner avec des fonctions de business risk ou directement les banquiers, les relationship managers, ceux qui ont directement des contacts avec les clients pour pouvoir en fait donner ce rôle de contexte et puis les aider, nous, en disant, voilà, on vous donne les règles, les guidelines, les recommandations, qu'est-ce qu'il faudrait caviarder, etc. Mais c'est ensuite aux personnes qui ont connaissance des dossiers, qui ont connaissance des clients, qui pourront faire un caviardage qui soit efficace pour protéger des tiers potentiellement, mais qui soit aussi efficace pour que la personne concernée puisse quand même comprendre quelles données lui sont transmises. Et puis peut-être un élément que je trouve aussi intéressant, plus en lien avec le SEMBRA, la décision du préposé en interne, une des choses qui peut permettre de limiter ça, nous avons mis en place des KPIs et des KRI, donc des Key Performance Indicators et des Key Risk Indicators, dans lesquels on doit chaque année faire du reporting sur dans quel délai est-ce qu'on a répondu aux personnes concernées. Donc, est-ce qu'on a répondu dans les 30 jours ou est-ce qu'on a demandé une extension de délai et puis on a plutôt répondu dans les 90 jours. Et on s'est mis des limites en interne en disant, si on répond de manière générale plutôt dans les 60 jours ou dans les 90 jours, voire au-delà du délai tout court légal, ça génère un certain nombre de risques et d'alertes chez nous pour permettre en fait de le gérer puis de comprendre pourquoi est-ce qu'on met du temps. Donc, ça permet d'éviter de se retrouver peut-être ensuite avec des plaintes auprès du préposé fédéral et puis de pouvoir réagir en amont sur ces éventuelles
délai qui serait un peu trop long. Donc ça, c'est aussi peut-être une bonne manière de pouvoir gérer en pratique ces droits d'accès. Voilà, je pense que c'était les 3 points, les trois aspects pratiques que je voulais mettre en lumière. Et puis peut-être on peut reprendre la partie Q&A pour la suite. Alors déjà, un grand merci pour vos deux interventions qui sont vraiment extrêmement riches et éclairantes. On va maintenant passer donc à la partie Q&A qui ne sera pas enregistrée. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions par écrit.